Prenons l'exemple du bloc ressort. Et on va essayer de l'analyser plus en détail pour voir si effectivement ça va donner un mouvement harmonique simple. Quand j'étire mon ressort d'une valeur x, donc j'ai pris un bloc, je l'ai tiré jusqu'à une position x à partir de la position naturelle du ressort. La position naturelle du ressort, c'est quand il est ni étiré ni comprimé. À ce moment-là, si j'ai étiré le bloc ou le ressort jusqu'à une position x, bien, la force dans le ressort va être vers les négatifs. Donc, va pointer vers la gauche ici, et je vais avoir une certaine force dans le ressort, qui est proportionnelle à l'étirement. Ça, c'est la loi de Hooke qui nous disait ça en mécanique. Donc, la force dans un ressort est égale à une certaine constante fois x, et ça va pointer vers les négatifs. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit force dans le ressort, vectoriellement, est égale à moins kx en direction i. K, c'est la constante de rappel du ressort. Elle nous dit finalement quelle force je dois mettre sur mon ressort pour l'étirer d'un mètre. Ça s'appelle la constante de rappel du ressort et c'est donné en newton par mètre. Et le K appartient au ressort. C'est une caractéristique du ressort. La constante K reste toujours pareil pour un ressort donné. Et je vais pouvoir écrire sur mon bloc, à une position donnée, que la somme des forces en X sur mon ressort doit être égale à sa masse fois son accélération. Donc, si j'écris ça, je peux dire que la force sur le ressort, c'est moins Kx, qui va être égal à ma. Donc, on trouve que l'accélération est égale à moins k sur m fois x. Donc, ça ressemble, je pense, à ce qu'on vient de déterminer comme condition que ça prenait pour avoir un mouvement harmonique simple. On avait besoin de quoi? Que l'accélération soit égale à moins quelque chose fois x. Et c'est ce qu'on a. Pour avoir un MHS, il faut que l'accélération soit proportionnelle à la position, mais en sens inverse. C'est ce qu'on a. Le système bloc-ressort a bien cette propriété. Donc, il fallait que A soit égal à moins oméga carré fois x. Et nous, on a moins k sur m fois x. Ça veut dire que le k sur m devrait correspondre au oméga carré. Et je peux, de cette façon-là, aller trouver la valeur de la fréquence angulaire oméga. Oméga carré va être égal à k sur m. Donc, on voit que oméga va être égal à la racine de k sur m. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que la fréquence angulaire, qui est proportionnelle à la fréquence aussi, quand je parle de la fréquence et la fréquence angulaire, ça se ressemble à une constante près, va dépendre de la constante de rappel du ressort. Plus la constante de rappel du ressort va être grande, plus la fréquence des oscillations va être grande, plus ça va osciller rapidement. Et aussi, on voit que ça varie à l'inverse, si on veut, de la masse. Faites attention, ce n'est pas inversement proportionnel parce qu'il y a une racine aussi dedans. Donc, plus la masse va augmenter, plus la fréquence va diminuer. Et c'est les deux seules choses qui peuvent venir influencer la fréquence. Si vous regardez, il n'y a pas la valeur de G dedans. Ça veut dire que peu importe la planète sur laquelle on va, le système masse-ressort va osciller à la même fréquence. Ça va dépendre seulement que de la constante K et de la valeur de M. Et ça varie, encore une fois, pas de façon proportionnelle, puisqu'il y a une racine qui vient s'imposer aussi. Et ça va me permettre aussi de trouver la période, puisque oméga est égal à 2pi fois la fréquence, et qu'on connaît le lien entre la fréquence et la période, on peut trouver la période. Et à ce moment-là, la période va être égale à 2pi racine de m sur k. Ça veut dire quoi? Le temps que ça prend pour faire un cycle complet, bien, plus la masse va être grande, plus ça va être long avant de faire un cycle complet. Et la même chose, plus la constante k va être grande, plus la période va être petite. On a caractérisé notre système bloc-ressort, mais on peut faire aussi la même chose pour un pendule. Et on va essayer de démontrer que pour un pendule simple, on est en présence d'un mouvement harmonique simple aussi. On va venir dessiner notre pendule. Donc, un pendule, c'est tout simplement une corde à laquelle on vient attacher une masse au bout. Le pendule devient simple si toute la masse est concentrée au bout de la corde. C'est comme si, finalement, l'objet que j'accroche au bout était tout concentré en un seul point et que la corde n'avait pas de masse. Donc, on voit que la corde va faire un angle θ par rapport à la verticale. Quelles sont les forces qui vont agir sur l'objet? Bien, j'ai son propre poids, P, qui est vers le vertical vers le bas.
j'ai aussi la tension dans la corde, T ici. Donc là, il faut faire attention, la tension dans la corde, ce n'est pas relié à la période, là, même si c'est le même symbole. On va dessiner des axes normaux et on va incliner aussi des axes pour aller chercher nos informations utiles. Donc l'angle θ, je vais le reporter, il se ramène ici sur le schéma et on va se définir un sens positif. Quand l'objet va tourner dans ce sens-là, on va dire que finalement la position angulaire va être positive. Si l'angle était de l'autre côté, ce serait négatif. L'objet va se déplacer le long de la ligne inclinée, si on veut, qui est là. Donc, je vais aller chercher la composante du poids le long de la ligne inclinée et la perpendiculaire. Ça va nous être utile tout à l'heure pour aller chercher les moments de force. On va reprendre nos équations pour un mouvement harmonique simple, mais on va les représenter sous forme angulaire maintenant. Donc, la position X que j'avais tantôt, le X va devenir un angle θ. Donc, je vais pouvoir représenter la position de mon pendule en fonction de l'angle θ. Donc, finalement, je vais avoir que l'angle θ, en fonction du temps, va être égal à la valeur maximale de l'angle que je vais avoir, fois le sinus oméga t plus phi. Il faut faire attention parce qu'on a un angle qui est caché dans la phase. La phase, c'est un angle, mais on a aussi θ qui est un angle. Et là, il ne faut pas confondre les deux. Il y en a un, ça représente à quel endroit on est rendu dans le cycle entre 0 et 2π pour savoir sur notre sinus où on se situe. Alors que l'angle θ qui est ici, c'est vraiment la position angulaire de mon objet. À quel angle il se situe. Lui, il ne se rendra pas jusqu'à 2π, là, parce qu'habituellement, un pendule qui oscille, on ne se rendra pas jusqu'à 2π. L'angle θ va être représenté par la position angulaire. Maintenant, je vais appeler oméga θ. Ça, c'est comme la vitesse angulaire de mon objet. En rad par seconde, à quelle vitesse, finalement, les angles changent de mon objet dans le temps. Il ne faut pas le confondre avec le oméga qu'on avait tantôt, qui était la fréquence angulaire, qui, lui, me disait, finalement, à quelle vitesse l'angle de la phase va changer dans le temps. C'est complètement deux choses différentes. Le oméga qui était relié à la phase, lui, c'était comme une constante dans un problème donné. C'est pour ça que j'ai mis un petit θ en indice pour dire que c'est la vitesse angulaire en lien avec mon angle θ. Là. Et ça va être la dérivée finalement de ma position angulaire en fonction du temps. Et ça va me donner, comme on avait quand on était là, en ligne droite pour un système masse-ressort par exemple, l'amplitude fois oméga fois le cosinus de oméga t plus phi. Ça va être la vitesse angulaire. Et je vais pouvoir aussi dire qu'il y a un lien direct entre la vitesse réelle de mon objet en mètres par seconde et sa vitesse angulaire. On avait vu en mécanique que pour faire le passage du monde linéaire au monde en rotation, la vitesse va être égale à le rayon de rotation fois la vitesse angulaire, mais le rayon de rotation, dans ce cas-ci, c'est la longueur de la corde. Donc, je peux directement dire que la vitesse est égale à L fois la vitesse angulaire. Donc, alpha, ça va être notre accélération angulaire. Ça me dit finalement à quelle vitesse change ma vitesse. Donc, c'est d carré θ sur dt carré. Et ça va être égal à θ max oméga carré sinus oméga t plus phi. Et ça va être l'accélération angulaire. Encore une fois, on peut passer du monde en mètres par seconde carré à celui qui est en rad par seconde carré par l'expression A va être égale à L fois alpha. Et là, pour vérifier si on est en présence d'un mouvement harmonique simple, je vais faire la sommation des moments de force qui vont agir sur mon objet va être égale à I alpha. Ça, c'est comme l'équation somme des forces égale MA appliquée à la rotation. Le moment d'inertie, ça va être très facile à aller trouver, c'est égal à mr carré dans le cas d'une masse ponctuelle qui tourne autour d'un axe. Bon, comme le rayon de rotation, c'est la longueur de la corde, donc I va être égal à ml carré. Le moment de force, lui. Le moment de force est égal à la force perpendiculaire à mon mouvement fois la distance qui me sépare du point de rotation. Donc ça, si vous vous en souvenez pas, il faut retourner faire un petit rappel de mécanique là, sur la section sur les moments de force pour vous remettre un peu dedans. Mais bon,
En gros, c'est la force perpendiculaire fois la distance qui me sépare du point de rotation. Quelle est la force perpendiculaire ici? En fait, j'en ai deux forces. J'ai la tension dans la corde, et on voit que la tension dans la corde, elle est directement perpendiculaire au mouvement. C'est-à-dire, la tension ne contribue pas à ce que le mouvement s'en aille soit d'un côté ou de l'autre. Il tire de façon perpendiculaire. Alors que le poids, lui, va avoir une composante parallèle au mouvement, c'est-à-dire perpendiculaire à la corde. C'est ça qui va créer un moment de force. Donc, cette composante perpendiculaire-là, c'est la composante le long du plan que j'ai dessiné qui se trouve à être mg sin θ. Mg sin θ, ça va me donner la composante de la force le long du plan. J'ai mis un moins en avant parce qu'il s'en va en sens opposé. Quand ma corde s'en va vers la droite, ben, la force, elle, va être dirigée vers la gauche, donc en sens inverse. Donc, moins mg sin θ fois la distance qui me sépare du point de rotation, c'est la valeur de R. Le moment de force va être égal à moins mg sin θ fois L. Donc, moins mg sin θ fois L va être égal à I, qui est ml carré, fois alpha. Donc là, on peut simplifier les choses. On se rend compte que alpha, si je l'isole, les m vont partir. Il y a un L carré, je peux en enlever un L d'un côté et l'enlever de l'autre. Et en isolant le alpha, ça va me donner moins G sur L fois sin θ. Donc, c'est comme si j'avais l'accélération qui était proportionnelle à moins le sinus de l'angle. Ça, c'est pas un MHS. Parce que pour avoir un MHS, il aurait fallu que l'accélération angulaire soit égale à moins quelque chose fois θ lui-même, qui est ma position angulaire. Par contre, pour de petits angles, une propriété mathématique, c'est que le sinus d'un angle est égal à l'angle lui-même. Bien sûr, si l'angle est exprimé en radian. Donc, si vous faites le sin d'un angle qui est très très petit, c'est exactement égal à l'angle. Donc ça, je peux venir remplacer ça dans mon expression et dire que alpha va être égal à moins G sur L fois θ. Et là, ça va être de la forme alpha égale moins quelque chose fois θ. Et ce quelque chose au carré là, c'est mon G sur L que j'ai dans mon expression. Et ça va être un MHS, un mouvement harmonique simple. Pourquoi? Parce que l'accélération, dans ce cas-ci, l'accélération angulaire, elle est proportionnelle à moins la position angulaire. Et on va pouvoir dire que G sur L devrait correspondre à oméga carré. Ce qui revient à dire que oméga va être égal à la racine de G sur L. Donc, la fréquence angulaire dans un pendule va dépendre de la valeur de G et de la longueur de la corde. Là, ça veut dire que si on change de planète avec notre pendule, ça va avoir une influence sur la fréquence avec laquelle il va osciller. Maintenant, plus la longueur de la corde va être grande, plus la fréquence angulaire va être petite. La fréquence et la fréquence angulaire vont être petites. Plus la corde est courte, plus ça veut dire que le système va osciller rapidement. Et là, il ne faut pas oublier qu'on a une condition pour que ce soit un MHS. Ce n'est pas pour n'importe quel cas, c'est seulement si nos angles sont petits pour pouvoir dire que le sinus de l'angle est égal à l'angle. Et pour qu'un angle soit petit, on considère habituellement que l'angle doit être plus petit que 15 degrés. Si on augmente trop par rapport à 15 degrés, ça devient une approximation qui devient de moins en moins valable. Et donc, la période va être égale à 2π racine de L sur G. Le temps que ça prend pour faire un cycle complet, ça va dépendre aussi de la longueur et de la valeur de G.